pas de l'hôtel de région et évidemment cet hôtel de région est, j'allais dire, la cible privilégiée d'un certain nombre de candidats. Beaucoup de personnalités ont envie de se retrouver à la place de Laurent Wauquiez. Alors on va partir à leur rencontre, on va les interviewer, on va les interroger, on va les découvrir pour connaître leur projet, leur histoire, leur envie pour cette région. Andrea Cotarac, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Immédiat Politique. Alors on est ici autour de l'hôtel de région, on va parler des élections régionales qui sont un scrutin assez compliqué souvent à comprendre pour les citoyens. Mon premier mot c'est quelque part, quand on regarde l'hôtel de région, qu'est-ce qui vous inspire cet hôtel de région? C'est le coût de la démesure. Je crois de mémoire que Jean-Jacques Queyran, le président socialiste, avait dépensé 160 millions d'euros pour construire ce nouveau siège qui était passé de Charbonnières à la Confluence, ici où nous sommes aujourd'hui. C'était 120 millions pour le nouveau siège de Clermont-Ferrand. Et puis quand on a fusionné les deux régions, eh bien, le siège de Clermont-Ferrand, on ne savait pas vraiment quoi en faire. C'était tout nouveau. Donc ça m'inspire effectivement l'ego de certains présidents de région, des amis de Najat Vallaud-Belkacem, et puis en même temps une forme de concurrence entre territoires, concurrence entre régions, plutôt que de coopération, à la fois entre les régions et à la fois des régions vers l'État, puisque je rappelle que quand la fusion a été faite, c'était un gouvernement socialiste, un président socialiste de Rhône-Alpes et un président socialiste de Clermont-Ferrand. Donc c'est finalement un peu de bon sens, ça fera du bien à mon avis. Alors on est sur une élection un peu particulière, je le disais, les élections régionales. On a une très grande région, on a des grandes régions aujourd'hui. Auvergne-Rhône-Alpes, si vous deviez me donner à la fois peut-être une sorte de description un peu de la région à des personnes qui la connaissent ou ne la connaissent pas, comment vous parleriez de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes? Écoutez, moi je suis de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, donc une région à la fois de lacs, de montagnes, le Mont-Blanc. Donc d'abord une région qui est montagneuse, qui a du relief, du caractère. Une région qui est puissante, parce qu'économiquement parlant, c'est quand même la deuxième région industrialisée du pays. Et puis une région qui est résistante, en tout cas, de par les siècles, de par son histoire. Elle a vu Vercingétorix du côté de l'Auvergne, elle a vu le plateau des Glières en Haute-Savoie, elle a vu une forme de résistance aussi côté lyonnais. Donc dans cette population d'Auvergne et de Rhône-Alpes, eh bien, on a souvent des gens qui ont du caractère, qui sont du cru et qui ne se laissent pas faire. Une région qui a une belle histoire et c'est aussi une région qui a, je suppose, des atouts, beaucoup, vous en parliez de quelques-uns, mais aussi peut-être quelques, si ce n'est des défauts, du moins des faiblesses. Quels sont selon vous les axes sur lesquels il faudrait travailler, à la fois par rapport aux qualités ou aux faiblesses de la région aujourd'hui? Alors la collectivité en tant que telle, elle n'a pas un budget énorme finalement. C'est beaucoup moins que des Länder en Allemagne. Donc la région, c'est une collectivité qui a une marge de manœuvre qui n'est pas aussi forte que ses concurrentes, puisqu'on est la 8e région la plus riche d'Europe, mais on a un budget beaucoup moindre que des régions en Italie ou des Länder en Allemagne. Maintenant voilà, il y a des points positifs, c'est notamment le pôle de l'ingénierie, on va dire, notamment dans l'hydroénergie. C'est vraiment un pôle même européen mondial, entre Genève, Grenoble, tout ce coin-là. C'est une région qui a des atouts agricoles. On l'a vu avec l'épisode de gel, il y a des arboriculteurs, il y a des filières d'élevage d'excellence. Et puis c'est une région qui est riche dans sa biodiversité. On parle des forêts par exemple, de l'Allier, qu'on peut allier au patrimoine, puisque ce sont les chênes de l'Allier qui font la charpente de Notre-Dame de Paris, qui est une vitrine parisienne ou mondiale. Donc c'est une région qui a beaucoup d'atouts. Et puis les faiblesses, évidemment, c'est que, je vous parlais d'industrie, c'est que les industries partent ou sont rachetées par des étrangers. Alstom hydroélectrique de Grenoble, c'est un pôle d'excellence mondiale, stratégique. Ce sont les Américains qui l'ont racheté, General Electric. Vous avez d'autres boîtes que j'avais suivies quand j'étais conseiller régional qu'il fallait sauver. Je pense à Ecopla, c'était le leader européen, leader mondial même de barquettes en aluminium. Son concurrent italien l'a racheté, a viré les salariés et a pris les machines françaises, donc le savoir-faire local en Italie. Donc voilà, il y a des faiblesses, c'est qu'on n'arrive pas à protéger nos entreprises, notre savoir-faire, notre identité. Et puis il y a aussi évidemment une fracture territoriale. Je crois que dans de telles régions immenses qui concentrent à la fois des villages, des villes moyennes, des grandes métropoles, il y a une fracture territoriale. Je crois d'ailleurs même que la fracture sociale, elle est avant tout territoriale aujourd'hui. Quand on pense aux Gilets jaunes par exemple, il y avait beaucoup de fractures territoriales, des gens qui nous disaient
On est fiers d'être français, mais on veut vous dire que nos territoires sont en train de mourir parce qu'il n'y a plus de services publics, parce qu'il n'y a plus d'entreprises, parce qu'il n'y a plus rien. Et on voit que dans cette région, on a 65% de la population qui est concentrée sur 11% du territoire, donc dans les métropoles. Je pense que le défi du 21e siècle, et le défi ici, c'est de baisser la densité de population. Nous, on appelle ça la démétropolisation, pour faire en sorte que les métropoles n'assèchent pas tout ce qu'il y a autour, mais au contraire irriguent et que les gens puissent revenir sur des tailles de villes humaines avec une qualité de vie meilleure. Oui, donc je suppose que tout ça, ça doit se retrouver dans votre projet, dans votre programme. C'est d'autant plus étonnant qu'en plus, c'est généralement une institution qui est peu connue des habitants, pourtant il y a un impact vraiment important. Quelles sont vos priorités dans votre projet aujourd'hui ? Bon, on a énormément de priorités. D'abord, la première, à mon avis, c'est que les deux grandes compétences de la région, justement, au quotidien, c'est notamment les trains. On en entend un ici qui passe à Confluence, les TER, et c'est les lycées. Ce sont deux compétences qui sont oubliées un petit peu du président de la région, alors que pourtant ces deux compétences peuvent se traduire notamment dans la sécurité des transports. On n'en a pas dans la région. Sécurité des transports du quotidien, sécurité des lycéens, puisqu'on a eu durant ce mandat des drames, à la fois attentats, à la fois attaques de jeunes, c'était le cas à Laurent Bonnevet. Donc la sécurité sera un axe évidemment prioritaire. Et puis je vous disais tout à l'heure, pour rebondir à ma réponse précédente, la baisse de la densification, l'amélioration de la qualité de vie, ça passe aussi par améliorer des transports du quotidien, améliorer une desserte beaucoup plus utile, pratique pour les habitants entre les villages, les villes moyennes et les métropoles. Ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Donc une de mes priorités, ce sera de faire en sorte par exemple qu'entre Lyon et Clermont-Ferrand, ce soit 1h30 en train plutôt que pratiquement 2 heures, alors qu'en voiture c'est 2 fois moins. Prendre le train, ça ne doit pas être un acte militant quand on paye plus cher et qu'on met plus de temps. Au contraire, ça doit être quelque chose qui facilite la vie. On avait parlé d'un RER à la Rhône-Alpine, on va dire, entre Lyon et Saint-Étienne. On voit que ce n'est pas du tout le cas en heure de pointe. Voilà, ce sont des axes prioritaires, un développement harmonieux entre les villes, les villages, les centres-bourgs, les métropoles. La desserte est catastrophique et le président de la région, malheureusement, a priorisé le Lyon-Turin, par exemple, entre deux métropoles à l'international. Nous, on privilégiera l'habitant, le quotidien et les transports finalement pratiques. Ce sont deux philosophies, deux conceptions différentes de la politique à mener. Si on aura l'occasion de reparler de votre programme, et si vous étiez élu très prochainement, quelle serait votre première décision symbolique? C'est souvent un acte fort du président. Est-ce qu'il y a une décision symbolique auquel vous avez déjà pensé une fois élu? J'ai déjà pensé. C'est indéniable que si je suis président, ma première mesure, ce sera de stopper le clientélisme de Laurent Wauquiez et notamment de baisser de moitié les dépenses en communication. On a eu un Laurent Wauquiez qui a énormément communiqué, énormément dépensé d'argent pour dire ce qu'il faisait. Parfois, il a dépensé plus dans la communication que dans le projet lui-même qu'il avait mis en place. Donc baisser de moitié les dépenses en communication et le rendre aux citoyens. Alors, on disait une campagne rendue complexe par l'ampleur du territoire. Comment est-ce que vous faites campagne? Comment est-ce qu'on peut qualifier votre style de campagne aujourd'hui? Mon style de campagne, c'est d'abord d'intervenir auprès de médias, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient sur Internet, parce que je pense que le type de médias que vous faites vivre, c'est l'avenir aujourd'hui. La télévision va devenir petit à petit l'ancêtre, à mon avis, de nos concitoyens. Comment est-ce que je mène campagne? C'est d'aller voir les gens directement. On ne peut pas faire de grands meetings, on ne peut pas faire de grandes réunions, on a des règles sanitaires assez strictes. Donc l'objectif pour moi, ça va être d'aller le plus profondément dans les territoires, aller voir directement les gens. Ça me paraît être une priorité, répondre aux attentes, répondre aux besoins. J'ai fondé, nous le lançons le 10 mai, le mouvement localiste avec Hervé Juvin. Nous pensons que la démocratie renaîtra de la base, nous pensons que l'économie renaîtra de la base, que l'entrepreneuriat partira des besoins au niveau local. Et finalement, le social, l'économique et l'identité locale, aujourd'hui, sont les deux faces d'une même pièce pour moi. C'est ça que je veux faire vivre en Auvergne-Rhône-Alpes. Le produire en Auvergne-Rhône-Alpes, à mon avis, c'est capital. Ça va toucher toutes les filières, à toutes les strates de la société. Il y a plusieurs candidats, évidemment, dans cette région, certains plus connus que d'autres parce qu'ils ont une personnalité ou une carrière. Est-ce qu'il y en a un qui vous dérange plus qu'un autre, ou un ou une qui vous dérange plus qu'un autre ou qu'une autre?
Pour vous parler franchement, oui. Celui qui me dérange le plus, c'est celui qui est devant moi dans les sondages, à savoir le président sortant, Laurent Wauquiez. C'est lui qui me dérange. Pourquoi? Parce qu'il a un bilan, il cumule pas mal d'échecs. Je parlais tout à l'heure des infrastructures ferroviaires. Il ne les a pas rénovées. On a des départements comme dans l'Ardèche qui n'ont pas vu un train circuler depuis les années 70 et ils le demandent. On a des régions comme l'Occitanie à côté qui souhaitent justement faire revivre un petit peu les transports ferroviaires, notamment sur la rive droite du Rhône, c'est-à-dire de leur côté. Malheureusement, on voit que la coopération entre les deux régions ne fonctionne pas vraiment, ou en tout cas à minima, puisque si l'Occitanie fait revivre ces lignes ferroviaires-là, on peut faire revivre très facilement les lignes en Ardèche, puisque ces trains vont passer par l'Ardèche, mais à vide, ce qui est quand même un non-sens. Donc voilà, il y a un tas de projets qu'on peut mettre en œuvre. Laurent Wauquiez, c'est un petit peu le symbole de la droite, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il a des paroles fortes et des actes faibles. Sur bien des sujets. Je parlais de l'infrastructure ferroviaire, il avait promis certaines choses, il ne l'a pas fait. Sur l'image de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il avait promis par exemple d'aider des minorités ethniques qui sont persécutées en Syrie par exemple, les chrétiens ou les azéris ou d'autres, les alévis. Il avait sorti le projet puis il l'a remballé à 2 reprises. Donc on voit qu'il y a des paroles fortes mais des actes faibles et c'est un peu dommage pour l'image de la région. Donc oui, mon principal adversaire, dans un esprit républicain et démocratique, c'est évidemment Laurent Wauquiez. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de ces élections régionales comme, pour certains ou certaines, un tremplin pour l'élection d'après. Est-ce que selon vous, ces élections régionales en cachent une autre élection quelque part? Et vous, comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez des ambitions du coup présidentielles derrière? Non, ben, évidemment, vous êtes un observateur fin, donc évidemment la proximité au niveau de l'agenda et du calendrier entre les 2 élections fait qu'indéniablement il y a un lien. Maintenant, dans ces élections régionales, moi je pars prioritairement, que ce soit dans le programme et en campagne, pour les Rhône-Alpins et les Auvergnats. Pour moi c'est une priorité. Et là aussi, il y a une différence de conception, c'est que je sais bien que Laurent Wauquiez pense à autre chose. Il le dit dans la presse à travers des offs. Il ne pense qu'à une chose, c'est ça. Il ne pense qu'à une chose, c'est s'attaquer à ses collègues de droite comme Xavier Bertrand. Et à l'image de Xavier Bertrand aussi, il pense à la présidentielle. Et à l'image de Mme Pécresse, des LR, il pense à la présidentielle. Moi, ma principale ambition, c'est de servir ma région, de servir les habitants. Je n'ai pas d'ambition présidentielle, j'ai qu'une seule ambition, c'est de servir les Auvergnats et les Rhône-Alpins. Alors derrière l'homme politique, il y a aussi évidemment un homme, et vous connaissez peut-être un peu moins que d'autres, mais c'est une bonne occasion. Si vous deviez donner un mot pour parler de vous, pour vous décrire à titre plus personnel, qu'est-ce que vous diriez pour parler de vous? Qu'on soit pour ou contre moi, en tout cas, il y a peut-être une qualité, ce serait le courage. Je suis passé de la France insoumise. J'ai été formé par Jean-Luc Mélenchon pendant des années. Et j'ai eu le courage d'abord d'analyser différents concepts racialistes, islamo-gauchistes qui gangrénaient le parti, les mouvements de gauche, les associations, les syndicats. À l'époque, tout le monde me disait que j'étais un menteur. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat puisque chaque jour, on en parle de ces concepts-là. Mais il m'a fallu du courage. Il m'a fallu du courage et aussi de l'honnêteté parce que quand j'ai quitté la France Insoumise et que j'ai appelé à voter pour Jordan Bardella, eh bien, j'ai aussi quitté mon mandat régional ici. Quitté mon mandat et quitté évidemment tous les avantages d'élu. Je n'étais pas obligé de le faire, mais je pensais qu'un acte politique fort devait s'accompagner d'un acte fort tout court pour qu'on ne doute pas sur ma sincérité et sur ce que j'avais à dire. Alors, sincérité et courage sont plutôt des qualités. Est-ce qu'il y a un petit défaut quand même dont vous osez parler aujourd'hui avec nous? Il faut que je fasse des efforts et je pense que c'est la meilleure manière de le faire, c'est de pouvoir déléguer beaucoup de choses. Il m'arrive parfois de ne pas déléguer ce que je pourrais déléguer. Voilà. Et je pense que c'est pas rien, c'est pas une miette, c'est pas pour me défausser. Je pense qu'au contraire, c'est très important aujourd'hui. On le voit à la région. Moi, si demain je suis président, je vais déléguer à mes vice-présidents, je vais les laisser mener leur mission. Je pense qu'il faut déléguer aussi au peuple, aux habitants, le pouvoir de décider à travers le référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative locale. Je pense que ce sont de nouvelles manières de faire revivre la démocratie. Une démocratie qui, comme vous l'avez vu de toute façon, est en train de mourir, est en faillite, quand on voit les taux d'abstention. Alors, une fois élu, on a vu votre première décision symbolique, on se projette encore un peu plus loin. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on raconte ou qu'on dise de vous à la fin de votre mandat, pour le coup? J'aimerais
qu'on dise que je suis un président qui a été courageux, le président qu'il fallait. Vous savez, j'ai des origines serbes de mon père qui me permettent d'analyser ou d'alerter parfois sur la fracture du pays, que ce soit ethnique, que ce soit politique, que ce soit territorial. Je pense qu'il faut rassembler aujourd'hui, il faut redonner la fierté aux habitants, à leur identité, à leur emploi, à notre savoir-faire. Et dans le même temps, j'ai aussi des origines perses, iraniennes, qui font que je résiste à toute tentative de diabolisation. Alors on arrive au bout de cet entretien. Si on devait, en un mot, et si je vous laisse le dernier mot quelque part, pour convaincre ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de voter pour vous et pas pour un autre candidat? Je pense qu'on est la seule liste à alerter sur l'islamo-gauchisme, sur l'islamisme, sur tout ce qui peut fracturer notre peuple. Nous ne différencions pas les personnes en fonction de leur couleur ou quoi que ce soit. On veut redonner de la fierté aux Français en général. Et dans un contexte mondialiste, libéral, où certaines personnes, tous mes concurrents d'ailleurs, sont des francophobes, font plus confiance dans l'Union européenne, font plus confiance dans les traités de libre-échange. Nous, on pense au contraire qu'il faut faire confiance dans nos travailleurs, dans nos entreprises, dans nos territoires, dans notre identité, dans nos produits agricoles. Et que c'est en étant fiers de nos territoires, en étant fiers du local, qu'on va se projeter et qu'on va porter la région au plus haut niveau. Eh bien, merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.